Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira, qui a un petit souci de micro, mon cher Kira, je crois, non? Bonjour Sid, oui c'est ça. Petit souci de micro aujourd'hui, enfin surtout gros souci d'ordinateur, donc je suis passé sur le micro de secours. Donc si vous sentez une légère différence, c'est de ma faute et je m'en excuse par avance. On essaiera de gommer un petit peu ça au montage au maximum, mais c'est vrai que pour cette fois-ci, il y aura peut-être un petit décalage entre nos deux voix. Mais bon, voilà, on est quand même sur le pont généralement d'un point de vue technique, donc pardonnez-nous cette petite fois. C'est les joies du direct, ça arrive, hein, Kira. Exactement. Mais rassure-moi, est-ce que ta semaine a été meilleure que ton micro? Oui, j'ai passé une bonne semaine, j'ai beaucoup bossé cette semaine, mais j'ai fait aussi un peu de jeux vidéo. Je continue, Power Wash Simulator. On adore. Ouais, j'ai terminé, toute la campagne principale. Je pensais Très pas bien. que c'était possible. Donc j'ai terminé la campagne principale et là je fais des trucs secondaires et en fait, c'est super pratique, c'est que je peux être au téléphone avec des gens, je peux être en attente ou des trucs comme ça et jouer à Power Ou Wash des Simulator podcasts. en même temps En plus. ou écouter des podcasts. Donc voilà, en gros, je fais essentiellement ça, dernièrement. Je suis sur God of War, le premier toujours, donc là j'ai quasiment terminé, j'arrive vers la fin de mémoire, donc je devrais l'avoir fini, Un régal. assez rapidement, tout à fait. Et sinon, bah, rien d'autre, hein, je continue les séries en cours et les films en cours. Je vais voir Silent Hill lundi, donc j'aurai un avis un petit peu plus tranché à ce moment-là. Et Et toi? moi? J'allais bugger. Et moi, écoute, la semaine, ça va. Je suis en plein crunch. Crunch? Crush? Non, crush, c'est être amoureux. Crush, ouais. Crunch, ouais. Non, faut pas que je me Crunch, trompe. c'est Ouais. Je suis en plein crunch avec voilà, des petits projets perso, des projets jeux vidéo, etc. Donc c'est un peu dur. Mais je tiens le coup. J'ai pas beaucoup joué. J'ai juste fait du Hyrule Warrior. Tu sais que j'aime bien quand je joue dans le train le soir en rentrant du travail. Donc là, je suis sur Hyrule Warrior. C'est pratique parce que tu sais, comme c'est un musso, tu peux lancer une petite campagne voilà, rapide et tout. tu bourrines, tu peux être Voilà, attentif autour de toi. exactement. Tu peux surveiller tes arrières dans le train et tout. Non, on en est heureusement On pas parlait de encore là. Mantes-la-Jolie tout à l'heure, Ouais. je sais pas. Non, non, non. On vous adore les gens de Oui, Mantes-la-Jolie, bien sûr. évidemment, mais C'est un tacle gratos, comme Évreux. je passe tous les jours par Mantes-la-Jolie, donc voilà. Mais quand même, on a préparé une émission, Kira. Mais alors, on voulait peut-être un peu changer le format, faire le sommaire, les recommandations, les big up avant de commencer, parce que souvent les big up, on les zappe parce qu'on manque de temps. Donc là, on se discipline et on Session de commencerait. rattrapage. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Kira, pour le sommaire, la taverne, tout ça, la promo, et on commence les big up. Alors au niveau des news, on va parler d'Id Software. Mhm. Tu vas nous débriefer le Nintendo Direct que je n'ai pas eu le courage de Ouais, regarder, je t'avoue. pas de problème. Derrière, ça sera le test de Metroid Prime 4. Donc peut-être le Duke Nukem Forever de la saga Metroid, vu le temps de développement, qui C'est sait. clair. Et derrière, je vais continuer mon petit fil rouge Castlevania en parlant de la première série Netflix Hmm, qui est sortie de mémoire en 2017, si je m'abuse. tout à fait. Pour faire du bien à la taverne, j'accélère les 5 étoiles, les partages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre sur Oui. Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, comme ça on peut vous lire. Vous avez Mhm, également sur le site web le formulaire qui permet mhm. de passer dans l'émission. Ce qu'on va faire tout de Eh suite. ben, je commence par les 5 étoiles, le temps que tu récupères les petits formulaires. Donc, l'épisode hebdomadaire m'accompagne sur la route chaque lundi matin. C'est K1176 3C qui nous dit ça. Et merci pour tes 5 étoiles. On a I Love la taverne du gamer qui nous a mis 5 étoiles bien méritées. Donc, merci, nous te lovons aussi. Nous avons Joachim DSC qui a l'impression de partager un verre dans un bar avec nous. Donc, il dit que nos deux protagonistes sont de véritables passionnés qui proposent une discussion bien argumentée et chill. C'est ça qu'on aime. Tu as raison. Et enfin, Chulinga qui nous a mis 5 étoiles, qui aime la diversité de notre podcast, les JV, les ciné, la BD, etc. Bref, il nous recommande et il est. Merci beaucoup pour ce joli message. Merci. Pour ce qui est des formulaires, le premier c'est Humero, donc bonjour à tous les deux et meilleurs vœux, donc bonne Ah année oui. en retard. C'est un plaisir que j'écoute votre podcast pour la bienveillance et la qualité des thèmes abordés. Ne changez pas, un gamer fidèle. Bah, merci à toi, Merci. gamer fidèle. Ensuite, nous avons Alan. Donc, salut les gars. Est-ce que vous allez parler de la conférence Xbox? Ah, on l'a déjà parlé de celui-ci. Oui, Bon, tout bah, à fait. rebonjour Alan. On t'a déjà cité la dernière fois.
Donc oui, on a déjà parlé de la Xbox Developer Direct. Ensuite, on a Alexis. Les gars, merci. Quelques mois maintenant que je vous écoute sur Deezer dans ma voiture. J'ai presque tout écouté. Me, vous faites du bien et vous ne vous prenez pas la tête, sauf Kira avec Nintendo lors de l'épisode de vos jeux de l'année. C'est vrai, j'ai un peu le mort contre Nintendo dernièrement. Merci de prendre le temps pour nous offrir ça, vidéoliquement, votre Alex. Bah écoute, merci Alex pour ton. Merci beaucoup. Et le dernier, on a Ace Lord. Hello, vous devriez jeter un œil sur Kern, la pépite indé de ce début d'année. Continuez votre podcast, c'est parfait dans le métro ou en voiture. Merci et bonne année en retard. Bah, bonne année à toi. Et Kern, c'est pour moi, donc ça devrait arriver bientôt. Enfin, bientôt. Voilà. Kern, moi je vais faire l'impasse parce que la grimpette et l'escalade, je déteste ça, tout simplement. Exactement. Et moi j'ai été attiré plutôt par Mathieu Bablé à la DA, mais c'est vrai que la grimpette, je suis comme toi, c'est pas mon dada. Ouais, mais bon. Faut aimer ce genre de sport. C'est pas bon. Écoute, je te propose C'est qu'on pas la lance le générique. Ouais, on y va. C'est parti. Donc nous avons eu aujourd'hui, parce qu'on enregistre le jeudi, vous le savez, on enregistre plutôt le jeudi en fin de journée, et donc aujourd'hui il y avait un Nintendo Direct partenaire, je crois qu'ils appellent ça comme ça, ou développeur, je sais plus, en tout cas pour les éditeurs tiers du coup, de 27 ou 8 minutes, ou voilà, une trentaine de minutes, où on a vu je crois une vingtaine de jeux, donc tout ça je ne l'ai pas noté, hein, je le dis un petit peu au feeling. Et cette conférence était intéressante à mon sens parce que, au-delà du contenu, là je ne m'intéresse pas tout de suite au contenu que je vais vous débriefer juste après, mais c'est le genre de conférence comme elle arrive assez tôt dans la durée de vie de la console de la Switch 2, ça fait que 6 mois. C'est le genre de petites conférences signal qui sont intéressantes pour voir si les éditeurs tiers suivent ou pas le lancement d'une nouvelle console, parce que c'est quand même un des enjeux implicites derrière la Switch 2, c'est qu'au-delà de ce que produit Nintendo, quid des éditeurs tiers? C'est important. C'est hyper important, tu as raison. Avant, ils étaient plutôt bridés par la puissance de la machine. Aujourd'hui, on sait qu'avec la Switch 2, il y a beaucoup plus de possibilités. C'est un peu mieux, ouais. Et donc, à voir comment, où se positionne et surtout qui. Et donc, c'est en ça où l'analyse est intéressante. Surtout leur One More Thing. Je ne vais pas commencer par le One More Thing. Oui, commence par la fin, non? Non, je ne commence pas par le One More Thing, mais moi, il m'a laissé de marbre. Mais d'un point de vue analytique, il est hyper intéressant. C'est pour ça que cette conférence, finalement, quand on lit entre les lignes, au-delà du contenu qui nous plaît, qui nous plaît pas, bah, je trouve que c'est plutôt riche à suivre. Donc, je vais commencer par le début, du coup, avec Kira, où ils ont ouvert sur un jeu qui est pour moi un coup de cœur artistique, et on en avait parlé ensemble. C'est le jeu Orbitals, qui est un jeu à la Split Fiction, mais avec un style manga des années 80, un peu à la Osamu Tezuka, un peu rond, un peu ancien, un peu à la Ranma 1.5 d'ailleurs. Quand je regarde le design, ça me fait penser à Ranma 1.5. Ouais, c'est un peu rondouillard. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu? Ouais, un peu rondouillard, ouais. Je me rappelle de ce jeu, et puis je me rappelle que oui, ça m'avait aussi fait de... Ils ont donné un peu plus, on a vu un peu plus du jeu, donc on est complètement dans l'héritage de Joseph Fares, de ce qu'il fait de Split Fiction & Co. Donc là-dessus, je trouve que ce studio a vraiment créé un genre, peut-être un sous-genre en tout cas, du jeu d'aventure en coop. Ouais, un style. Et donc pour ce Orbital, ils ont décrit un peu le modèle économique, donc qui sera comme celui de Split Fiction. Et ça, on adore. Ou It Takes Two ou A Way Out. À savoir, il suffit d'acheter le jeu une fois. Et on peut inviter un partenaire à jouer avec nous, même si lui n'a pas acheté le jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment un modèle éco hyper smart. Oui, comme les Dark Pictures également qui font ça, où tu as le pass ami que tu envoies directement à une personne, ce qui permet de jouer sans posséder la deuxième galette. Et c'est quand même très cool au final. Ouais, c'est carrément cool. Et puis, c'est quasi obligatoire parce que ce jeu-là, sans coéquipier, il n'existe pas, il n'y a pas de substance. Donc, ils ont été obligés d'adapter le modèle éco parce que ça aurait été extrêmement compliqué d'obliger deux joueurs à acheter le jeu pour y jouer, quoi. Donc voilà, en fait, moi, c'est coup de cœur renouvelé. C'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Donc, il est prévu pour l'été 2026. Exclusivité Switch 2.
Donc pour l'instant, espérons que ce soit temporaire. En tout cas, je le souhaite pour que Donc ça arrive sur d'autres supports. ouais. Mm. Après, c'est vrai que les exclusivités pour les éditeurs tiers, c'est souvent se tirer une balle dans le pied quand même. On le Mm. voit avec Final Fantasy. Là, j'ai lu que la troisième partie du remake devrait sortir Partout. multiplateforme dès le Ouais. début, en fait. Mm. Et bah, c'est vrai que c'est quand même un sacré manque à gagner pour les éditeurs. Non, c'est très bien. Et puis, ça permet pour ces studios, justement, où il y a des gros coûts de développement, de tout de suite être sur toutes les plateformes. Donc, en effet, Square Enix l'a annoncé tout à l'heure. Et ils ont préparé un peu le terrain pour une actualité qu'il y a eu dans cette conférence. Donc, ensuite, après Orbitals, pour moi, ça a été un petit peu le désert. Donc, il y a eu le prochain Captain Tsubasa. Donc, Olivier Tom, c'est cool, mais moi, j'avais pas aimé le dernier. Le premier, ouais. Ouais, donc bon, on fiche un peu. Il y a eu un point and click un peu chelou qui s'appelait Paranormal Sight. Bref, un peu bizarre. Il y a eu Valheim, un jeu de survie de viking très moche. Bon, bref, chelou. Oui, c'est un jeu de craft, ça, j'ai vu. Ouais, je connais pas du tout. Il y a eu Tokyo Scramble, donc c'est un TPS où il faut survivre à des dinosaures un peu à la Amnesia ou Alien Isolation, sauf qu'on est en TPS, du coup, bon, pareil. Il y a eu pas mal de choses qui m'ont pas du tout intéressé, donc je vais pas tout décrire. Il y a eu en grosse annonce Hollow Knight version Switch 2 qui a été Shadow Drop. Donc Shadow Drop, si tu peux expliquer ce que c'est, Kira, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas. Il arrive direct après la présentation, en fait, sans annonce au préalable. C'est une surprise. Voilà, ça, bim, on l'annonce, il sort. Donc c'est une version Switch 2. Et en plus, si vous avez la version Switch 1 du jeu, qui est un très grand jeu, un Metroidvania, la mise à jour est gratuite. Beau geste. Beau geste. Ils ont parlé d'Eliot, tu sais, les aventures. Rien à voir avec Peter Elliott le dragon. Rien à voir, mais Ok. j'avais beaucoup parlé de ce jeu-là parce qu'il m'intéresse énormément. Tu sais, le jeu en 2D, 5D, 2D HD, pardon, qui ressemble un peu à Zelda, mais en mode plus aventure, vraiment à Oui, l'ancienne. comme je me c'est- souviens, la j'ai démo. quelques screens en tête. Donc ils auront montré des choses dessus, donc voilà, ça confirme mon coup de cœur, je l'attends toujours. Et la seconde partie de la conférence était beaucoup plus intéressante, plus rythmée, voilà, il se passait plus de choses. Moi, la première partie, je l'ai pas trop aimée, la deuxième, elle était plus sympa. Avec l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avec une date, il arrive assez vite, le 3 juin 2026, donc ça m'a quand même surpris, tu vois, parce que le 2, le premier volet remake est sorti récemment, et le 2 arrive du coup le 3 juin 2026. Oui, faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Et puis j'ai aussi entendu parler d'un bundle avec les deux. Donc, Ah, potentiellement, pour les gens qui attendent, pourraient peut-être acheter les deux directement. t'as vu, je savais pas. Ils m'ont entendu ensuite, je voulais la démo de Pragmata sur la Switch pour pouvoir le tester. Elle est C'est dispo. fait, elle est dispo, exactement. Et le Shadow jeu Drop également. à Shadow Drop. Hmm. Beaucoup de démos, hein. D'ailleurs, ça revient de façon assez récurrente. Il y a un jeu auquel j'étais passé complètement à côté, Kira, alors que j'aimais bien le FPS à l'époque, c'était Turok. Oui. Turok Origins. La compile qui arrive cet automne, je crois. Alors là, celui-ci, j'ai pas noté la date. Mince, Je crois que c'est cet automne de mémoire. En tout cas, c'est hyper beau. Franchement, ça donne trop envie. Turok, j'aime bien l'ambiance, les biomes hyper différents et tout. Enfin, franchement, ça m'a branché. Ouais, je t'avoue, moi aussi. Et ouais, j'étais passé complètement à côté. Turok, grosse licence de FPS où on bute du dinosaure, quoi. En gros, hein, ça, faut survivre. C'est vrai, de licence qui est un peu tombée dans l'oubli, et c'est dommage. Le dinosaure a quand même le vent en poupe au cinéma et dans les jeux vidéo également. Et je pense que c'est peut-être l'occasion de ressortir quelque chose. C'est peut-être pour tâter le terrain. Complètement. Après, on a eu un Kyoto Xanadu, un Metroidvania hack and slash qui me fait totalement envie, mais c'est parce que c'est ma cam pour l'été 2026. Il y a eu du Digimon, du Grand Blue, du Monster Hunter Story 3 avec une démo qui sort et le jeu qui sort le 13 mars. Autant le jeu Monster Hunter, moi je m'en fous. Par contre, c'est vrai que ça a l'air joli esthétiquement, le côté story, DA où est ça chouette. raconte autre chose avec une nouvelle DA. Pourquoi pas? Donc je me laisserai peut-être bien tenter du coup sur ce jeu. Ouais, moi aussi je l'ai trouvé sympa. Après les Monster Hunter, à chaque fois que j'ai testé, j'ai pas aimé. Donc Moi non bon, plus, hein, voilà. pour moi c'est de la perte de temps, mais après c'est les goûts, les couleurs. Ouais, complètement. Il y a eu ensuite une avalanche de petits trailers, comme ils font souvent, voilà, du trailer popcorn en 10 secondes, comme j'appelle ça, où il y avait du rétro, du vieux jeu, du nouveau jeu, dont Shadow Tactics, que j'aime beaucoup. Bon, bref, un peu dispensable. Et enfin, les deux gros sujets de la fin, évidemment, Resident Evil Requiem. Donc, où ils parlaient de l'accessibilité, les modes de jeu, les modes de difficulté. Ils ont montré comment on switchait d'une vue à l'autre, et c'est en passant par le menu à chaque fois. Ouais, comme le 8. Ouais, comme le 8. Ils ont montré les amiibo, et ils préparent un Creator's Voice où il y aura le directeur du jeu.
Bon, bah ça, de toute façon, c'est pour moi le jeu du trimestre 2026, le jeu que, bon, j'allais dire tout le monde, peut-être pas, mais en tout cas que beaucoup de monde attend. Oui, c'est Donc clair. évidemment, il était dans ce Nintendo Direct. Et enfin si j'arrête là, je trouvais que c'était une conférence, en tout cas, très soutenue par les développeurs japonais, et ce n'est pas étonnant. Capcom l'a redit cette semaine, qui comptait beaucoup sur la Switch 2, ils étaient contents du résultat technique, etc. Square Enix, bon bah voilà, Square Enix sont toujours soutenus, Konami soutiennent, et le One More Thing, même s'il ne me parle pas, bah, je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'ils ont fini sur Bethesda, et j'ai trouvé ça hyper étonnant, tu vois, mais presque chouette. Enfin, moi j'ai trouvé ça cool qu'on finisse sur un gros partenariat, du coup plutôt avec Xbox, où c'était rigolo. Ils disaient bah, la machine est super, on compte sur cette console, etc. Et ils ont présenté Fallout 4, Indiana Jones, qui était pour moi le jeu le plus beau de la conférence, tu vois, ce qui m'a étonné. Enfin, c'était Oui, vraiment. Le rendu était hyper clean. Il sort le 12 mai, tu vois, donc dans pas longtemps en plus. oui, c'est clair. Et Oblivion Remaster. Donc ils ont fini sur leurs trois grosses pépites, entre guillemets, Bethesda des derniers, des derniers mois. Donc c'était un One More Thing qui, encore une fois, m'a pas excité en soi, mais symboliquement que les studios tierces occidentaux soient là, et ben c'est bien, c'est un peu rassurant. Il y avait Cyberpunk qui avait déjà soutenu, etc. Mais là, en tout cas, de voir Xbox à la fin, bah, j'étais très content de voir Bethesda clôturer cette conférence. Bah, surtout qu'Xbox a sa volonté de multiplateforme du coup qui s'étend de plus en plus. On sait que la Qui est très Switch est bien. une Mm. console qui est très bien. On sait que la Switch est une console qui est aussi assez facile à développer pour porter les jeux. Mm. Donc c'est vrai que ça reste un plus également. Ils ont également un boulevard hein, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de gros titres first party de Nintendo qui sortent cette année. Il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de Mario, il y a un Yoshi, oui, mais ça n'a pas la force de frappe d'un Mario ou d'un Zelda, par C'est vrai. exemple. Mm. Donc c'est l'occasion de justement de remplir la bibliothèque gaming de la Switch jeux avec des jeux éditeurs tiers qui sont également des bons jeux en plus. Hein, donc pour le coup, c'est gagnant-gagnant. J'ai un peu plus de réserve sur Fallout 4, mais toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, tu l'adores. C'est pas mon préféré, j'aime bien le jeu, je l'ai déjà fait plusieurs Ah, c'est fois, New mais Vegas que tu préfères? bah oui, ça a toujours été Ouais, New ouais. Vegas, mon Fallout préféré. Le problème, ce qui m'a gêné sur Fallout 4, c'est ce côté un peu casu de certaines choses Cartoon. et l'absence de répercussions dans les choix. C'est très Mm. très balisé et c'est dommage. Après, c'est un jeu qui peut plus plaire au grand public. Donc c'est Mm. compréhensible qu'ils le sortent. Et puis Fallout a le vent en poupe avec la série en ce Ouais, moment. bien Ça sûr. cartonne de ouf. A priori, ils ont encore annoncé que le dernier épisode a tout explosé en termes de visibilité sur Prime. Donc ils ont tout à fait raison de communiquer dessus. Donc, en gros, j'ai mis en conclusion une confinette. Donc, je sais, ça n'existe certainement pas, mais je trouve ça Si, c'est mignon. comme un bolinette, c'est Ouais, un petit bol. une confinette. Donc, une petite conférence que j'ai aimé plutôt pour l'analyse des choses. Enfin, ce que j'aime, pas que chez Nintendo, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et Nintendo a été un peu précurseur là-dessus, c'est qu'on a des conférences avec plutôt une vision court-termiste. Et ça, j'aime bien quand on nous n'annonce pas des trucs 20 ans à l'avance, qui mettent du temps à arriver, qui mettent de la pression aux développeurs. Donc tout quasiment était daté. Tout était daté sur 6 mois grand max. Ça, c'est plutôt un point fort. Mais encore une fois, c'est un format qui est pris par PlayStation et Xbox aussi. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Après, ces conférences-là, partenaires ou enfin, je sais plus les autres noms, je trouve qu'elles ont quand même ces derniers temps globalement un peu perdu de leur substance parce qu'on a des Capcom Spotlight, on a des Konami bidule, on a les Xbox développeurs. Enfin, maintenant, tout le monde y va un petit peu de sa conférence, de sa crèmerie, etc. Donc le réel intérêt qui existe dans ces confs qui amalgament un petit peu tout ça, bah, c'est de savoir à quoi on va jouer dans 3 à 6 mois. Et moi, c'est vraiment le seul gros intérêt que j'y vois. Sinon, bon, voilà, je ne suis pas le cul par terre, comme on dit, mais c'était évidemment agréable à M- regarder. Moi, ce que je ressens, l'ayant pas vu par rapport à ce que tu en dis, c'est que 25 minutes pour 20 annonces environ, c'est trop de bandes annonces en fait. Est-ce que dans 1 heure, dans 2 heures, tu te rappelleras des trois quarts des annonces que tu as vues? Je pense pas. Et c'est vraiment un enchaînement de teasers et de bandes annonces pour dire que les jeux sont là, mais en aucun cas ça fait rêver en fait. Je préfère au contraire des conférences sur un timing similaire, 30 minutes, mais avec peut-être une dizaine de jeux de moins pour pouvoir comment dire, pour pouvoir davantage contempler ces jeux, les regarder et pas avoir cet effet de consommation de masse en fait. Et c'est un point de vue que enfin, je peux que abonder en ton sens. Il y avait 20 jeux pile, j'ai recompté pendant que tu Il y avait parlais, un et jeu pile. c'était pile 20 jeux pour 30 minutes. Donc c'est vrai que c'est très court, c'est assez frénétique, et le début, comme je disais en plus, c'était pas incroyable. La deuxième partie, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais la première, pas trop.
Après, moi, je pense que ce que tu as cité, 10 minutes, 10 jeux, 30 minutes, même 10 jeux, 20, 25 minutes, c'est bien. Moi, je pense que pour moi, à mon goût personnel, Xbox pousse le curseur un peu trop loin avec 1 heure, 4 jeux. Pour Parce que le là, coup, il n'y a pas assez de jeux. Il faudrait qu'il y ait peut-être un jeu ou deux de plus sur un ouais, format d'1 heure. carrément. Parce que moi, à contrario, j'aime aussi ne pas trop en voir. Donc voilà, ça dépend vraiment, je pense, des sensibilités de chacun. Mais oui, ça fait un peu l'avalanche. C'est vraiment, je pense, un peu moi, l'idée que je m'en faisais, ce que j'en décrivais comme analyse, c'est à quoi je joue dans 3-6 mois. Tiens, je me rappelle, ah ouais, c'est vrai, il y a ça, tiens, il y a ça, faut que je me le note. Et voilà. Sinon, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'exploration, il n'y avait pas de développeurs qui parlaient, etc. Donc, une confinette, ou confinounette, je ne sais pas ce que tu préfères, Kira, mais ce Oui. mot restera. Oui, c'est ça, c'est une petite confinette pour occuper l'espace médiatique Exactement. en De début attendant. d'année. Mais en tout cas, c'est bien, ça permet de lancer l'année sur des bons auspices, dire qu'il y a des jeux qui sortent. Et ça, c'est l'essentiel. Exactement. Tu nous parlais d'ID Software, un développeur que je préfère. C'est une petite news pour te faire plaisir, Mais justement, oui, ça me fait plaisir. parce que est-ce que tu sais ce qui se passe cette année avec ID Software? Est-ce que ce serait pas les 35 ans? Exactement. Ils fêtent leurs 35 ans cette C'est année. fou. Et oui, c'est fou, hein, parce que mine de rien, ça nous rajeunit pas, surtout Ouais. toi. Aïe, aïe, aïe. Et l'actualité autour du studio, n'empêche, est assez intéressante dans les prochains mois. Donc je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, 2026, c'est une année particulière pour plusieurs acteurs de Microsoft Gaming. Parce que oui, ID Software fait partie de Microsoft Gaming. Oui, On pense bien sûr aux 25 ans de la Xbox. Donc ça, c'est cette année. Il y a Blizzard qui a récemment lancé ses célébrations pour ses 35 ans. Et ID Software, donc à leur tour, ont annoncé qu'ils allaient faire quelque chose pour leurs 35 bougies. Okay. Donc, ID Software, ils ont des licences mythiques. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles? Oula, j'hésite beaucoup. Non, je pourrais évidemment dire Doom. Oui. Duke Nukem. Doom. Et puis voilà, c'est ce que j'aime le plus. Donc, Wolfenstein. Ah, Wolfenstein, bien sûr. Voilà. J'ai chroniqué. Et aussi Quake. Même si on n'entend plus parler de ce jeu, Quake est quand même un monument du FPS compétitif. Oui, du fast FPS. Voilà, et c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait rêver quand même. Ah, ouais. Pour l'occasion, donc Marty Stratton et Hugo Martin, respectivement producteurs exécutifs et directeurs du jeu, ont publié une courte vidéo pour teaser plusieurs annonces prévues tout au long de la semaine et surtout dans l'année également, parce qu'ils prévoient des célébrations tout le long de l'année. Ils expliquent vouloir avoir de nombreuses surprises en réserve pour célébrer cet anniversaire avec la communauté, aussi bien sur Doom, mais pas que. Donc, ils ont teasé d'autres petites choses qui pourraient arriver prochainement. Duke. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais revoir aussi. Duke être déterré et ressortir sa paire de lunettes et sa brosse mythique. On se souvient d'ailleurs aussi que fin 2025, un article du Xbox Wire confirmait déjà qu'id Software célébrait à la fois les 35 ans en février de id Software, mais aussi les 10 ans du reboot de Doom. Donc ça, c'est pareil. Doom a 10 ans. Donc c'est sorti en 2016, donc ça aussi, ça ne nous rajeunit pas. C'est prévu pour le mois de mai. Donc le studio invitait alors les fans à rester attentifs aux diffusions des directs et des petits clins d'œil qui pourraient arriver lors des streams. Du côté des annonces attendues, et surtout l'une des plus importantes pourrait concerner le DLC de Doom The Dark Ages. Celui-ci a déjà été teasé à plusieurs reprises par Hugo Martin, et il a laissé entendre d'une façon assez subtile que, quand je dis assez subtile, c'est que ça ne l'est pas du tout, que ce contenu additionnel permettrait notamment de manier une lance, histoire de changer un petit peu On aime bien ça. de changer un petit peu les outils de torture qu'on peut utiliser avec le Doom Guy. Pour les 10 ans de Doom 2016, une mise à jour next-gen est dans les tuyaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tu parlais tout à l'heure que les éditeurs tiers soutenaient de plus en plus la Switch 2. Ils évoquent éventuellement une version pour Nintendo Switch 2 qui devrait arriver. Écoute. Donc quand même, ils mettent les petits plats dans les grands. Il est très probable également qu'une nouvelle édition de la QuakeCon qui avait eu lieu au mois d'août l'année dernière, donc devrait revenir également cette année. id Software a l'habitude d'y faire plusieurs annonces lors de cette conférence. En 2025, c'était notamment, ils avaient dévoilé la compilation, je crois que tu l'as acheté, Hérétique de Doom. Oui, tout à fait. Donc pourquoi pas annoncer une nouvelle compile. Et surtout, c'est là qu'ils ont annoncé qu'une mise à jour majeure de Doom The Dark Ages donc arriverait sur 2026. Donc on peut donc raisonnablement s'attendre à de nouvelles annonces autour d'anciens jeux du studio. En tout cas, j'espère. Autre fait intéressant, c'est que le dernier Doom se serait écoulé à 1 million d'exemplaires et aurait attiré 3 millions de joueurs grâce au Game Pass. Donc ça, alors moi ça me paraît peu, mais a priori ils ont l'air contents, donc ça doit être un succès pour eux en tout cas. C'est pas mal. Le million, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Après, quand je vois le nombre de
personnes abonnées au Game Pass, 3 millions, ça me paraît juste en fait. Donc à voir sur le long C'est vrai. terme. Donc bon anniversaire à id Software, en tout cas, on va Mais suivre oui. ce que vous avez annoncé cette année. Donc, et pourquoi pas, peut-être tu nous feras le test de l'extension. Bah ouais, j'aimerais bien. Du coup, je l'ai un peu boudé au début, mais il me fait, il me fait envie ce jeu. ID Software, c'est un studio qui a survécu au départ de Carmack et Romero, qui était vraiment la substance, les génies créatifs, etc. Et je trouve qu'ils s'en sont très bien C'était sortis. l'hydre à deux têtes. Hein. Ouais, et je suis content. C'est vraiment un studio qui a survécu à ses créatifs. Qui survit à Xbox, c'est important Ils aussi. survivent à Xbox, c'est très important, tu as raison de le dire. Et je pense qu'ils vont proposer de belles choses. Donc ouais, j'ai hâte de tester Doom Dark Ages que j'ai pas encore fait. Et je le ferai à la sortie du DLC. Du coup, tu m'as bien chauffé. Ouais, c'est l'occasion. Carrément. Je le rajoute dans mon planning. Et ben ceci clôture la partie actualité, mon cher Kira. J'espère que ton son est toujours très bon et que nos auditeurs sont là. Alors écoute, je regarde la bande, elle est nickel. Ouh. Voilà, je veux dire, c'est au cordeau. On est bien. Donc enchaînons sur Metroid Prime 4 Beyond. Je crois que c'est ça son petit nom entier. Donc le studio, c'est Retro Studio, mais bon, il y a eu des péripéties, donc c'est Retro Studio. Ils ont changé 50 voilà. fois. Ouais. C'est en effet une arlésienne de Nintendo. Et je suis en train de réfléchir en le disant, il n'y en a pas beaucoup chez Nintendo, mais c'en était une. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je crois même que c'est la seule, Bah, de mémoire. Je pense aussi, c'est une saga qui revient au bout de 20 ans, après une trilogie qui est très grand succès d'estime, mais commercialement, bon, ça n'a jamais beaucoup marché, les Metroid. Qui était surtout le renouveau de la formule début des années 2000. De mémoire, tu as testé le premier, c'était Tout quand? à fait. C'était en 2001? Oui, 2001. 2003? 2001. 2001, ouais, donc c'est ça, début des années 2000, où le FPS avait quand même une autre ADN que maintenant. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu Doom, il y a eu Call of Duty, enfin, c'est vrai que ça a pas mal changé. Oui, en fait, on est sur un sous-genre, on est sur du FPA, First Person Adventure. C'est pas vraiment du FPS, et j'expliquerai pourquoi, mais c'est du genre du FPA qui a été créé, initié par Myst, Riven, qui a été repris par Amnesia, et beaucoup de survival horror font du FPA. Il y a aussi BioShock, qui est considéré comme un monument du FPA, et Metroid qui ont fait. Ils appellent ça du FPA. Ouais, First Person Adventure. D'accord, moi j'étais resté sur Immersive Sim. Ouais, bah c'est Immersive Sim égale FPA. C'est encore une fois, on est dans le sujet. Je préfère dire Immersive Sim. C'est plus mignon, tu as raison. Et avec Metroid Prime en général, nous y sommes. Metroid Prime aussi. On vous laisse avec un petit peu de musique. J'aime énormément les musiques. Vous allez voir, j'ai choisi un des thèmes, des tout premiers thèmes du jeu. On tombe dessus direct. Et on vous retrouve juste après. Donc le développement de ce 4e opus restera dans les annales des jeux les plus tumultueux, les développements les plus tumultueux. Donc c'était d'abord Bandai Namco Studio, qui était en plus une collaboration entre diverses divisions, je crois, entre le Japon, Singapour. Enfin bref, c'était pas... Ouais. Ça, c'est pas vraiment le bon plan. Quand c'est un peu séparé dans tous les pays, c'est souvent un peu compliqué. Oui, ils ont annoncé, c'est pour ça que j'aime pas moi quand ils annoncent ces jeux trop tôt, ils ont annoncé le jeu via un simple logo en 2017. Il y a eu un développement en 2018 et en 2019 c'est Nintendo qui a dit stop, on arrête, et ils ont remis le jeu dans les rails du studio Retroid Studio, qui est le studio historique de Metroid, mais qui n'avait pas fait de Metroid depuis un certain temps, enfin surtout de Metroid Prime, pardon, faut que je sois précis, on parle bien de Metroid Prime. Et donc ce studio texan, qui est dirigé par Michael Kelbos, je crois que ça se dit, a recruté pour l'occasion, il était un peu pris au dépourvu, il a recruté du monde qui vient de chez Halo, de God of War, pour essayer de rebâtir un jeu sur cette monture de 2019 qui était, selon Nintendo, pas incroyable. D'accord. Donc un développement tumultueux, et on le verra, je pense que c'est un petit peu au cœur de la chronique, parce que ça... inévitablement, j'ai envie de vous dire, ça peut que se ressentir. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça se ressent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet,
Ils ont mis quand même les petits plats dans les grands. C'est une grosse production, hein. Alors que pourtant, c'est des jeux qui se vendent pas beaucoup, mais c'est une grosse production. Ils ont fait appel à de la motion capture pour Samus. Il y a beaucoup d'effets. Enfin voilà, c'est un développement long, coûteux. Euh, pour rejoindre l'idée de Kensuke Tanabe, qui est le grand créatif derrière Metroid Prime, qui est le créatif historique, qui est d'ailleurs parti là, à la retraite. Il l'a annoncé ce mois-ci, qu'il partait à la retraite. D'accord. Donc il arrête. C'était son dernier jeu où il était voilà, créatif directeur. Il a quand même une sacrée longévité, le monsieur. Il a fait 40 ans chez Nintendo. D'accord. Ouais. Ouais, donc pas n'importe qui. Et il voulait déjà l'intention derrière Metroid Prime 4, c'est une trilogie autour du personnage de Citrux, qui est le méchant de Metroid. Donc il espère que Retro Studio continuera à faire un Metroid Prime 4 et 4 non, 5 et 6. Où là j'ai eu du mal. Avec l'idée toujours. Son concept initial, c'est la solitude radicale. C'est vraiment, on est sur une planète hostile, inconnue. On est une archéologue. Je pense qu'on peut dire de Samus qu'elle est un peu la Tomb Raider, mais dans des styles évidemment différents. Mais l'intention derrière est un petit peu celle-ci. Oui, on peut dire ça, c'est une aventurière de l'espace, quoi. Ouais. Même si elle a un côté un petit peu, avec son armure, son exosquelette, plus action, mais ça reste totalement ça. Mais en tout cas, je la vois comme ça. Ouais, c'est complètement ça. Avec cette dimension, évidemment, Metroidvania, où il faut récupérer des objets, retourner à un endroit, s'ouvrir des nouvelles voies, etc. Et Kensuke Tanabe insistait bien sur le fait que c'était pas un FPS, et je le cite. Nous ne voulions pas faire un FPS, mais une expérience où le joueur sent que le monde est l'antagoniste principal. Donc tu vois cette notion de danger autour de l'environnement qui entoure Samus, du coup le personnage. C'est un peu ça l'idée de fond qu'il y a derrière le concept de Metroid Prime. Et qui est, je trouve, un concept voilà, extrêmement... Enfin moi j'aime ça en tout cas. Donc, comme je disais, le monsieur a fait son chant du cygne. Il s'en va 40 ans chez Nintendo. La saga Silux est-elle lancée ou pas? On a entendu des rumeurs comme quoi le Metroid Prime 5 serait dans les tuyaux ou pas. Bon, ça, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle. Bah, surtout que le 4, a priori, ne fonctionne pas. D'après les derniers retours qu'on a vus là, sur quand ils ont annoncé le chiffre de vente de Nintendo Switch, etc., ça semble être une déception. Ils ont dépassé, là Nintendo a communiqué aujourd'hui, ils ont dépassé le million. Ils ont fait tout, en combinant Switch et Switch 2, ils ont fait le million, à peine. Bon, ça va, c'est pas si dégueulasse. Enfin, c'était de la sortie, donc il est sorti début décembre ou fin novembre, je sais plus, jusqu'à la fin d'année, donc 31 décembre, ils ont fait un petit million. Oui, puis on reste aussi sur une licence qui a pas, à part Metroid Dread, il n'y a pas eu grand chose en Metroid ces dernières années. C'est le jeu le plus vendu de toute la saga Metroid Dread. D'accord. Qui a été fait par Mercury Steam, dont tu as parlé récemment. Et comme quoi, hein, les Metroidvania, ça a quand même salement le vent en poupe. Hein. Et on peut dire qu'il y a un lien entre ta chronique de la semaine dernière de Castlevania de Mercury Steam et Metroid Dread. Mais voilà, complètement, toi, tout est lié. Tout est lié. Donc le pitch, Samus, enfin le pitch c'est comme d'hab, hein, Samus, donc c'est l'héroïne, arrive aux confins d'une galaxie, elle a sur son radar un signal de détresse ou je ne sais quelle fourberie qui lui a été présentée sur son écran. Elle arrive sur une planète. Cette planète, il y a un peuple antique, comme dans Talion 4, du coup, avec les choros, j'allais dire, j'ai oublié le nom de... C'est ta faim? Ouais, non, je suis un peu fatigué, ça se ressent. Mince, j'ai oublié le peuple de Metroid Prime 1 que j'adore en plus, mais bon, peu importe. Là, en tout cas, la planète, je sais comment elle s'appelle, elle s'appelle Vuros. Tu veux dire que c'est des Mexicains, les... Non, je n'oserais pas. Et du coup, elle combat des Faritas. Non, je déconne, ça c'est très cliché. Là, c'est très cliché, là, pour le coup. C'est de ta faute. Donc, elle est arrivée sur ce monde et elle doit... En fait, c'est ça qui est fascinant dans les Metroid Prime, c'est qu'elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec une faune, une flore voilà, qu'elle ne connaît pas, et on a la possibilité on a un petit détecteur, enfin un truc qui te permet d'analyser ton environnement. Donc tu vas regarder une bestiole par terre, tu vas l'analyser et elle va te décrire cette bête est dangereuse, attention machin. Et en fait, l'intégralité du jeu tourne autour de ça, c'est appréhender son environnement, et ça rejoint ce que disait le créatif que j'expliquais avant, où c'est le monde est hostile et il faut se l'appréhender, il faut survivre, quoi. Et en même temps, le fond toujours, c'est de comprendre pourquoi cette civilisation qu'on découvre a disparu. Et donc, comme dans beaucoup de Metroid Prime, c'est une fresque plutôt écologique. C'était le cas avec les pirates de l'espace, avec la destruction des ressources, etc. Et là, on est dans des thématiques, si tu veux, où
ce peuple a décidé d'être ultra techno, de déléguer beaucoup de choses aux robots, enfin vraiment de beaucoup automatiser sa vie, ce qui a fini par faire effondrer ce peuple un peu ancestral. Et donc nous, on arrive sur ce champ de ruines-là, et on commence à découvrir petit à petit pourquoi cette civilisation s'est éteinte. Et forcément, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, il y a une certaine... Un certain écho. Ouais, voilà, réflexion de fond qui est bah, qu'est-ce qui se passe demain si Internet tombe? Qu'est-ce qui se passe demain si on est coupé des réseaux bancaires, de tout ce... Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on serait sans la technologie qu'on a mis en place aujourd'hui? Et ça donne un petit côté un peu vertigineux à ces thématiques de fond. Et c'est ce qu'a vécu finalement ce peuple un petit peu disparu. Donc voilà, ça c'est toujours très intéressant en tout cas d'analyser si on fait l'effort. Par contre, il faut vraiment faire l'effort de tout scanner, tout lire, etc. Aujourd'hui, moi, je trouve, au rang des reproches, c'est un héritage qui est hyper intéressant, tu as vu, en termes de structure narrative, en termes de thématiques, de fond, mais par contre qui est devenu assez contraignante. Ludiquement parlant, bah, tu t'arrêtes souvent pour scanner, regarder, lire et tout. Et là, ils ont tenté de moderniser le jeu, mais pas sur les bons aspects à mon sens. Et celui-ci, c'est un peu dommage parce qu'il y a une très grande richesse, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et cette narration paraît aujourd'hui un petit peu vieillotte, quoi. Après, moi, j'ai fait que le début. Alors, j'ai fait les 2 premières heures, ça doit être l'équivalent du prologue. Je l'ai fait chez un Exactement. ami, et il paraît que c'est la moins bonne partie du jeu, pour le coup. Mais c'est ce qui m'avait choqué, c'était que Ouais. le gameplay était très, très vieillot. C'est-à-dire, Samus est quand même monté sur rail, tu as l'impression, la manière dont tu dois bouger, ton stick pour pouvoir loquer tes ennemis ou scanner ce qu'il y a dans l'environnement, enfin, ça m'a paru vraiment, très, très daté, en fait. Et est-ce que c'est comme ça sur tout le jeu? Alors, c'est rigide, en fait, c'est rigide, mais ça l'est de moins en moins, mais pas tant lié propre à Metroid Prime 4, c'est lié plutôt au genre, tu sais, du Metroidvania, qui plutôt au début, t'es à poil, en fait, tu vois, tu fais pas grand-chose, tu sais pas faire grand-chose, et en effet, tu as ce sentiment de grande rigidité, etc. Et petit à petit, plus tu développes des compétences, etc., tu t'améliores, tu es plus rapide, tu as la morph ball, etc., tu deviens agile. Enfin, il y a plein de choses qui se débloquent avec le temps, mais en effet, ta remarque est absolument légitime et pertinente. Ça donne un côté un peu vieillot, c'est vrai, à cet aspect du gameplay qui aurait été bien de le moderniser, surtout sur cette partie, comme je dis, Bah, du scan surtout qui est que un peu longue. Samus a quand même de l'expérience. Elle a fait ses premiers Metroid avant. Enfin, toi, moi, je reprends souvent comme modèle parce que je trouve ça vachement cool. C'est la dernière trilogie Tomb Raider où en fait tout ce que tu avais acquis dans le premier jeu, tu l'avais de base dans le deuxième, et Mm. tout ce que tu avais acquis dans le deuxième et dans le premier, tu l'avais de base dans le troisième, pour que tu aies une réelle continuité en fait. Et c'est vrai que moi, de ce que tu en dis, j'ai l'impression quand même que c'est un retour à zéro, alors qu'elle a quand même vécu des choses avant, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu. Enfin, c'est le cas donc c'est sa suit, son armure, où le concept du jeu, vraiment, on va en parler, c'est d'améliorer son armure petit à petit. Et souvent, c'est le running gag dans les Metroid, mais pas que Prime. Dans les Metroid, où à la fin, bah, elle débarque sur une planète et en même temps, son armure, tu vois, elle se déconnecte, elle a un problème, elle repart à zéro. Donc oui, on est complètement dans cet archétype-là de personnage Ouais, et je vois. d'héritage du coup de la saga. Euh, Juste pour bon, on parle un peu tôt du gameplay, j'étais pas encore sur le gameplay, mais c'est pas grave. C'est pas un FPS en soi, donc il y a une extrême assistance de toutes les phases de combat qui sont d'ailleurs assez peu nombreuses par rapport aux autres, même Metroid Prime. Donc il y a un lock, il y a un système d'assistance, etc. pour les combats. Donc le sel du jeu ne se situe absolument pas là. Et c'est d'ailleurs pas du tout là-dessus que le jeu brille sur la partie gameplay, tir, fight et tout. C'est Voilà, un peu dommage pour un jeu vidéo, du coup. c'est pas un élément fort. C'est parce que ben non, l'intérêt se situe ailleurs. Du coup, je D'accord. le décris tout de suite. L'ambiance du jeu. Bon, bah, c'est l'énorme point fort pour moi et c'est l'énorme point fort de la saga de toute façon des L'ADA, de Metroid toute Prime. manière, a toujours été ouf sur les Metroid. L'ADA, l'aspect très claustrophobique du jeu, l'aspect très solitude qui est qui est dans le cœur même de l'expérience, et surtout les biomes. On a des zones de jeu qui sont pas interconnectées cette fois-ci, comme dans les Metroid Prime 1 par exemple, où c'est une immense zone interconnectée entre elles. Là, on a 5 zones avec un hub central. Et les 5 zones ont ont une identité, si je puis dire, propre. Donc, bon, c'est très cliché, hein, mais il y a la lave, la glace, la forêt, et après 2 autres zones qui sont vraiment très différentes, la propre à ce Metroid Prime 4. Et oui, c'est vraiment l'élément central, l'élément fort du jeu, à savoir se balader dans ces zones-là,
activer. Tu as beaucoup d'énigmes du coup dans les jeux Metroid Prime, avec la Morph Ball, avec la partie où il faut scanner, etc., récupérer la clé qui va ouvrir tel endroit. Enfin, voilà, c'est du Metroidvania dans sa meilleure expression sur ce point-là. Et je retiens la zone de la ceinture de glace, par exemple, Kira, qui est une zone, comme je dis, très survival, presque très claustrophobique. Et donc, tout est gelé, tout est à l'arrêt. Et au bout de la zone, quand tu arrives, tu réactives un réacteur qui redonne de l'énergie à toute la zone. Et là, tu vas voir que tout se réallume, une grosse turbine. Ouais. Et en fait, quand tu reparcours la zone dans l'autre sens, tu n'as plus la même zone. Tu vois, tout est éclairé et tout. Et en termes d'ambiance, ouais, ils sont. C'est là où on voit l'expertise de Retro Studio, ce qu'ils ont réussi à faire en termes de direction artistique, d'ambiance, etc. Ça, c'est vraiment le point très très bon du jeu, avec le sound design, avec l'OST qui est vraiment exceptionnel, comme je disais. Ouais, puis tu parlais de l'aspect claustrophobique, tu l'as déjà rien que dans l'affichage de son HUD en fait sur Oui, l'écran. Le fait que tu vois à travers la visière et que tu as l'impression d'avoir les contours de son casque, en fait, ça traduit de facto la visibilité en fait et ça accentue cet effet claustro. oui, tu as raison, et tu fais bien d'en parler. Pour citer un exemple, quand il y a une forte détonation ou une lumière vive, tu vas voir le regard de Samus dans sa visière. Ça, c'est quelque chose qui m'avait Ouais, beaucoup à marqué certains dans moments, je me Metroid Prime. souviens, ouais, carrément. Ouais, et ils l'ont conservé. Ça, c'est cool. Ça, c'est hyper cool. En termes d'immersion, de toute façon, DA, immersion, c'est ambiance, OST, etc. On est vraiment sur du très très bon. C'est plus sur le reste du coup que je vais décrire où moi j'étais un peu déçu. Euh, Il y a un autre niveau voilà, il y a la mine aussi. Donc ceux qui ont fait le jeu, la mine, j'ai beaucoup aimé à la fin, et ça m'a fait penser énormément. Une mine. Tu sais, l'Alien que j'aime bien, Alien 2, là, Alien où 3? tu es dans une prison. Non, la prison, c'est pas le 2, C'est le la 3. 3. Bon, voilà, moi, ça m'a énormément fait penser à ça. Est-ce que c'est une référence ou pas? Franchement, j'en ai aucune idée, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il y a des Mais bestioles qui te coursent? ben, en fait, c'est ça. À ce Possiblement une moment-là, référence. tu es tout le temps en train de te barrer, tu as des bestioles qui te coursent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, enfin, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ça et c'était plutôt cool. Donc, dans le game design, ils ont voulu moderniser pour moi ce qu'il ne fallait pas faire. Mais ça, je pense que c'est plutôt un héritage de ce qu'avait fait Bandai Namco au début. Donc, qui est ce que j'expliquais, où on a une immense zone interconnectée. Donc ça, c'est Metroid Prime 1. Et là, on a aujourd'hui un hub qui est le fameux désert, avec les zones avec pas des zones interconnectées, justement, où tu te déplaces avec ta moto d'une zone à une autre. Le désert, là où j'étais un peu surpris, c'est que c'est finalement assez anecdotique. Dans le jeu, on y passe peu de temps. Mais le problème, c'est ce qu'on y a à faire. Et franchement, Ouais, c'est des patounes. ouais, on y va assez peu, mais c'est pas intéressant ce qu'on a à faire dedans. Ils en ont fait une mauvaise chose. Et je vais te donner un exemple où je pense qu'ils avaient la solution à leur problème. C'est que la zone, donc elle te permet de parcourir à moto, de passer de la forêt, par exemple, à la glace. Et sur le chemin, tu récupères des petits cristaux verts en les pétant avec ta moto pour augmenter une jauge dont tout le monde se fout d'ailleurs, mais sauf qui est indispensable à la fin du jeu. Et sauf que dans ce désert, ils ont eu aussi l'idée de mettre des sanctuaires à la Zelda Breath of the Wild, où tu avais des petites énigmes en fonction de ton gun. Tu vois, tu avais le fusil que tu as à ta main. Là, sur le bras, ouais. Tu peux avoir des rayons de glace, de feu, d'électricité. Et ils avaient fait plein de petites énigmes, enfin pas plein du coup, ils en ont fait que 5, je crois, des sanctuaires comme ça, mais en lien avec avec la nature du gun que tu choisis. Le feu te fait fondre la glace et tu as des petites énigmes en lien avec ça. Et à la fin, tu récupères des cristaux. Et en fait, ils ont laissé les deux systèmes hybrides, un peu celui où tu farmes les cristaux avec ta moto, et ça, c'est pas très intéressant, et les sanctuaires qui étaient plutôt cool. Et je trouve que là où ils ont vraiment manqué, c'est que ce désert, ils auraient vraiment pu en faire un hub central où tu avais ton vaisseau, où tu avais tes sanctuaires à faire que tu débloquais petit à petit et tu récupérais tes cristaux comme ça. Et après, tu allais explorer tes zones et t'offrais via le désert une certaine respiration au titre que là, aujourd'hui, tu n'as pas. Donc c'est vrai que ce désert, bah, finalement, c'était une petite feature du jeu avec la moto. Mais en fait, c'est un vrai acte manqué qui a quand même très peu d'intérêt ludique. Ouais, sachant qu'en plus, il te faut les amiibo pour avoir la musique dans ce passage. Non, alors ça, C'est encore autre chose.
C'était pas tout à fait vrai. En fait, tu as une musique d'ambiance dans le désert, mais ce que te permet l'amiibo, c'est ce que tu débloques à la fin du jeu, c'est que tu as un jukebox, tu peux changer la Ah oui, musique. c'est juste pour le débloquer par anticipation. Voilà, Bon, exactement. ça va, c'est moins pire que ce que je croyais alors. C'est moins pire, mais en tout cas, moi, voilà, j'étais un peu déçu de la façon dont ils ont fait le désert, mais comme je dis, c'est plus anecdotique que je le pensais. Moi, j'ai aimé le jeu, hein, mais le plus gros défaut que j'ai trouvé, c'était pas tant ça, parce que comme je vous dis, ça, pour moi, il y a peu d'intérêt, peu d'importance. C'est qu'en fait, ils ont rajouté des PNJ dans le jeu. Parce que Bandai Namco, je pense que c'est toujours eux, enfin, je leur fous tout sur le dos, mais c'est peut-être pas eux. Mais en tout cas, ils voulaient faire un jeu un peu plus humoristique où Samus n'était pas seul. Or, Samus doit être seul dans ces Bah, jeux-là. c'est le but en fait, c'est le côté, bah, tu le disais très bien, isolé quoi, Claustrophobie, solitude, et surtout le côté un peu introspectif de nous. On arrive, nous, c'est le joueur. Samus ne parle pas. Elle ne parle pas parce que le joueur s'identifie. On est dans son casque, en fait. On est à travers de ses yeux. Et en fait, on découvre ce monde par rapport aux vestiges que l'on a. Et ils nous ont mis des PNJ qui blablatent beaucoup, qui sont pas très intéressants, qui arrivent plutôt en fin de jeu. Donc le début, on est bien dans cet esprit de solitude, etc. Et je trouve qu'ils auraient dû marquer, et j'en finirai là, je passerai à la conclusion, je pense qu'ils ont marqué un petit peu, ils ont manqué de radicalité. Et je me dis que en faisant ce jeu, l'avenir de Metroid Prime doit être dans le survival horror presque. Ça doit être, si tu veux, pour moi, la licence voilà, licence de survival de Nintendo. Le Resident Evil de Nintendo. Où tu as un côté, en tout cas, pas horreur macabre dans le côté dégueulasse, mais plus dans l'horreur solitude, claustrophobique. Tu as peur, tu entends des bruits qui craquent quand tu avances, tu te fais surprendre par un monstre, etc. Ça, je pense que ça collerait très bien à l'univers de Metroid Prime. Ils ont réussi à le faire par moment dans ce jeu. Et c'est ce dosage, tu vois, ça fait vraiment le sentiment d'un jeu qui est souvent le cul entre deux chaises, entre deux concepts, entre deux caps différents. Et ça vient du développement qui a été du coup assez chaotique. J'en finis là, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais c'est déjà beaucoup. La chronique est un petit peu longue. En conclusion, j'ai pris plaisir, évidemment, à m'immerger, comment on peut dire, m'immerger dans Samus, c'est un peu chelou. M'immerger dans Samus, ça se fait aussi, ça se fait aussi. En fait, immerger, ça va, c'est immerger dans Samus qui est moyen. Donc voilà. Immerger dans la combinaison de Samus, peut-être. Voilà, j'ai pris plaisir à prendre sur mon dos l'armure de Samus et de vivre cette aventure avec elle. Pour sa direction artistique, pour son ambiance, pour ce côté un peu claustro, enfin tout ce que j'ai décrit, ça match très bien. Le jeu a manqué d'une vision, d'un cap clair, ce qui fait qu'il y a quelques anomalies, des trucs bizarres que tu te dis mais pourquoi, ça n'a pas de sens. Voilà, ils touchaient, je pense, ils ont le talent, Retro Studio, j'ai confiance en eux, je pense qu'ils peuvent faire de bonnes choses. Il faut repartir par contre sur des bases, et surtout des bases clairement définies. Moi, je donnerais vraiment une dimension, tu vois, plus horreur, plus survival, comme j'ai dit, à cette licence, parce qu'elle le mérite et parce qu'elle s'y prête vraiment bien. Dans le catalogue de Nintendo, ça lui donnerait quelque chose d'un petit peu différenciant. Mais sinon, c'est un bon jeu, mais nous ne sommes pas sur un grand jeu. Il y a la dernière marche qui faisait que moi, j'aurais dit waouh, je ne l'ai pas eu, mais j'ai néanmoins pris plaisir à parcourir ce Metroid Prime 4. Et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que cette espèce de désert ouvert, c'est un peu une anomalie dans le système du jeu, parce que tu as l'impression qu'il n'a rien à faire là. Mais j'ai un peu l'impression que c'est devenu une convention dans certains jeux, parce que je me souviens, Gears of War, le 5 de mémoire, avait le même problème, se retrouver avec des zones semi-ouvertes, où tu avais pareil des patounes à aller chercher, et quelques missions secondaires. Il y avait eu la même chose dans le dernier Halo. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage, parce que parfois, un bon jeu linéaire, en fait, c'est quand même nettement mieux au niveau de la narration, au niveau de l'ambiance et au niveau, tu le disais tout à l'heure, du côté anxiogène en fait. Et là, le fait d'avoir un désert à ciel ouvert, ça doit quand même vachement amoindrir cette sensation. Ouais, c'est vraiment une anomalie. Et encore une fois, en plus, en l'ayant conservé... Non, faut pas se focus là-dessus. Et ils ont fait le choix de le conserver. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était trop avancé, je ne sais pas. Et en plus, ils n'ont pas utilisé de la bonne manière. Donc c'est un peu une double peine pour ce désert. Ouais, c'est un passage un peu relou, quoi. Ouais, mais encore une fois, moi j'étais plutôt surpris dans le bon sens, c'est qu'il n'est pas si central que ça. On n'y passe pas tant de temps que ça, à condition de bien récupérer les cristaux quand on les voit. Mais si on fait ça, moi j'y ai quasiment pas passé beaucoup de temps, 5 minutes max par 5 minutes. Donc égrené sur 10 heures, 12 heures de jeu, franchement, ça le faisait. D'accord. Donc Kira, ceci clôture ma chronique sur Metroid Prime 4 et tu vas nous parler de Castlevania. Encore une fois n'est pas coutume, c'est le début de notre année, c'est le fil rouge, Castlevania. Un fil rouge Castlevania qui a été fait un peu
un peu à l'impro, parce que j'avais noté que je C'était voulais pas tester prévu. voilà, les Castlevania Lord of Shadow, puis t'es parti sur le Castlevania 2D. Du Oui. coup, j'ai rajouté la série, je fais tant qu'on y est, autant se faire un beau fil rouge, donc on y va. Alors, déjà, avant de parler de Castlevania, donc c'est une série qui a été produite par Netflix. Donc c'est vraiment une production Netflix en interne et une série qui a été diffusée entre 2017 et 2021. Donc c'est malgré tout assez récent. Donc ça, c'est important de le dire. Petit générique et j'attaque derrière pour la chronique. Allez. Lorsque Castlevania débarque sur Netflix en 2017, le projet a déjà une histoire étonnamment longue derrière lui. À l'origine, ne s'agissait pas d'une série pensée pour le streaming, mais d'un film d'animation, avorté, initié dès le milieu des années 2000. Donc c'était même avant la sortie de Lord of Shadow. Bon. À sa tête, on trouve Adi Shankar, donc c'est un producteur assez connu qui est à la prod de Devil May Cry pour Netflix. Et il est également à la prod de la prochaine série Assassin's Creed pour Netflix également. Donc le mec il fait de l'adaptation de jeux vidéo. Hein. C'est son credo. Voilà, c'est ça. Justement, son credo est simple, prendre les œuvres au sérieux, ne pas les infantiliser et surtout refuser toute édulcorisation pour plaire à un public plus large. Et ça déjà, ça part d'un bon... sentiment. Ça part déjà d'un bon sentiment. Shankar s'associe à Warren Ellis, donc c'est un scénariste britannique que j'apprécie beaucoup, hein, qui est réputé pour une écriture très très acide, nihiliste et politique. Il a fait un comics que j'adore qui s'appelle Transmétropolitane, qui parle justement de cyberimplants, de cyberpunk. Et également The Authority, qui est une parodie de la Justice League en plus trash, en plus sale. Ok. Donc ce duo, ça donne quand même immédiatement le ton. Hein. Castlevania ne sera ni une série nostalgique, ni une simple vitrine esthétique, mais une œuvre adulte, sombre, violente, parfois cruelle et profondément désabusée. L'animation est confiée majoritairement au studio Powerhouse, donc c'est un studio qui est basé au Texas. Le studio n'était pas encore très connu à l'époque, mais il va rapidement imposer une signature visuelle hybride, c'est un peu la mode hein, sur Netflix, c'est-à-dire une animation 2D influencée par l'animé japonais, tout en conservant une grammaire très occidentale dans le découpage, le jeu d'acteurs et la narration, et avec des effets 3D en arrière-plan. Donc ils sont au Texas comme Retro Studio de Metroid Prime. Donc voilà, tout est lié. Donc, tout est lié. Je pense que c'est les mêmes équipes qui ont dû bosser ensemble. Dès la première saison, donc la série annonce clairement ses intentions. Hein. Castlevania ne sera pas une adaptation sage, donc je mets bien des guillemets. Elle revendique une liberté d'écriture totale, quitte à réinterpréter, condenser ou détourner la mythologie du jeu vidéo original. Et en soi, moi, c'est ce que je recherche dans une adaptation, c'est que l'auteur prenne des libertés pour raconter ce qu'il souhaite de la meilleure des façons, tout en tirant parti de son médium. Et Warren Ellis, justement, l'avait dit, et ça m'avait un peu choqué, c'est qu'il voulait pas faire une adaptation de ce jeu, il voulait juste faire une histoire un peu gothique, et l'univers s'y prêtait. Mais en effet, tu as raison, c'est très libre en réinterprétation. C'est là où moi, ça m'excite un peu moins, mais toi, c'est évidemment c'est ce que t'aimes, quoi. C'est ta cam. Bah, surtout qu'en plus, c'est que c'est grâce à lui que la série a été amorcée et il a été ramené donc sur la série par l'autre producteur justement qui s'est arrangé pour concorder, on va dire, ce que voulait faire Warren Ellis d'un côté et donc les impératifs liés à Castlevania en fait. Après, je me dis tant que la série ne dénature pas ce que fait son matériau de base, pourquoi pas. Après, il faut voir comment c'est fait. Toujours pareil. Complètement ton avis. Je me suis lancé déjà dans une série avec une question assez légitime, c'est déjà de quelle branche de Castlevania la série Netflix s'inspire-t-elle réellement? Est-ce que ça s'inspire de la saga classique, NES, Super Nintendo, PlayStation, donc tu en as parlé il y a pas longtemps, oui. ou de la relecture qui était quand même plus sombre proposée par Castlevania Lord of Shadow? Donc déjà, la première réponse, la série s'inspire presque exclusivement de la saga classique, en particulier Castlevania 3 et Curse of Darkness, donc c'est l'opus PlayStation de mémoire. On y retrouve Trevor Belmont, chasseur de vampires déchu, alcoolique, cynique, loin du héros glorieux, donc c'est du pur Warren Ellis. Hein. Sifa Belnades, donc c'est une magicienne érudite et combattante. Elle y est largement développée par rapport à son rôle minimaliste dans les jeux, et je trouve que ça c'est une réelle plus-value à la série. Autre point, on a Alucard, bien sûr, le fils de Dracula, qui est présenté comme un être tragique, déchiré entre son héritage et son humanité. Ça, c'est ce qui change un petit peu, pour le coup, par rapport
aux jeux vidéo, c'est que moi, de mémoire, Alucard n'était pas aussi, comment dire, il a un côté un petit peu émo, tu vois. Ouais, bah, il est pas Voilà. torturé, dépressif, en tout cas dans le jeu. On Voilà, joue dans que là, il Symphony est of the quand même Night. vachement là pour le coup. Ouais. 1, 2, 3. Et bien sûr, Dracula, la figure centrale, qui est plus proche du seigneur gothique mélancolique de la saga originale que du héros déchu de Lord of Shadow. Lord of Shadow, je l'avais dit la semaine dernière, proposait une réécriture totale. Gabriel Belmont, donc là je vais spoiler, hein, du coup, est devenu Dracula lui-même dans une tragédie épique et presque biblique. La série Netflix, au contraire, ne réécrit pas la mythologie, elle approfondit, elle s'autorise des libertés de ton, de psychologie, mais conserve l'ossature narrative classique. La lignée Belmont, la malédiction cyclique, le conflit entre humanité et monstruosité, et là-dessus, on est dans du pur Castlevania, quoi. Ouais. En revanche, là où il y a quand même une petite influence sur Lord of Shadow, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est sur le côté esthétique, notamment la noirceur assumée, la brutalité des combats et le traitement dramatique de Dracula. Mais il s'agit, je pense, hein, davantage d'une convergence de sensibilité moderne que d'une véritable filiation. Donc voilà, après vous me direz en commentaire si vous avez ressenti la même chose. Hmm. Pour moi c'est un peu le meilleur des deux mondes en tout cas. La deuxième question, c'est quid de l'animation? Parce que bon, l'anime, elle claque, hein, c'est l'un des piliers majeurs de la série. Castlevania vraiment opte pour une animation 2D fluide, détaillée. C'est parfois inégal, mais c'est quand même souvent spectaculaire. Les combats sont chorégraphiés avec une violence brute, hein, c'est presque chirurgical. C'est Le vrai. fouet de Trevor claque avec un poids réel. Quand on l'entend, il y a un petit côté indie d'ailleurs, c'est assez marrant. Les sortilèges de Sifa, elles déchaînent des éléments, donc il y a pas mal d'effets de lumière, etc. Et Alucard se bat avec une grâce quasi surnaturelle. Et c'est là que la série excelle particulièrement, c'est dans ces scènes d'action qui sont plus longues Peu à partir nombreuses. de la saison 2, elles sont peu nombreuses, mais elles sont plus Hmm. longues à partir de la saison 2. Mais surtout, les combats ne sont pas seulement esthétiques, ils racontent quelque chose en fait des personnages. Chaque affrontement est chargé des émotions des protagonistes et on le ressent dans leur façon de combattre. Tu vois. C'est pas un Hmm. simple swap skin, hein, on est vraiment sur des styles différents. Visuellement, l'univers est profondément gothique, hein, ça c'est ce que je kiffe. Il y a des châteaux cyclopéens, des villes médiévales, Des gargouilles. voilà, des gargouilles, des intérieurs religieux, des paysages désolés. Enfin, la série reste dans les codes de la saga. Cependant, l'animation n'est pas exempte de défauts. Certaines scènes de transition souffrent quand même d'un manque de fluidité. Des fois, il y a un effet de saccade et quelques épisodes montrent clairement des contraintes budgétaires, surtout sur la première saison qui est plus courte. Elle fait que 4 épisodes et c'est aussi la saison la plus lente. Donc pour commencer une série, je trouve que la série, enfin, le démarrage était un peu poussif. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça me rassure que tu dises ça parce que j'ai fait 2 fois la série. J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette série parce que ça parle beaucoup, c'est un peu dépressif, c'est sombre et tout. Moi, j'ai pas retrouvé vraiment Castlevania dans la série. Euh, mais c'est complètement décrit par ce que tu dis. En fait, c'est la volonté, c'est le scénariste qui est comme ça, c'est son univers, et il a porté une patte. Et ça, moi, je peux que lui reconnaître, même si la proposition ne m'a pas parlé. Je pense que tu l'as extrêmement bien analysé. Et bah, moi, ça a moins marché sur moi parce que, en fait, on passe souvent des héros un peu, tu sais, vénères, quoi. C'est les années 80, c'est les héros à la Schwarzy, etc., qui vont casser du vampire. Là, on est plus sur quelque chose de mélancolique, plus quelque chose de Ouais, verbeux, plus j'en quelque chose. parlerai tout à l'heure justement Ouais. de ce rythme et de ce nihilisme, on va dire. Eh ben écoute, je te donne totalement raison. Enfin voilà, moi le début, ben, j'ai jamais vraiment réussi à passer au-delà du début, quoi. Bah, le truc surtout, c'est que les anciens jeux Castlevania, faut dire ce qui est, hein, le scénario quand même tenait sur un timbre-poste Et bien parce sûr, que c'était les limitations techniques, bien hein. sûr. Mm. Une NES forcément pouvait pas te Mais raconter bien un sûr. scénario sans t'afficher des pavés de texte pas possible. Donc là-dessus, ils ont dû broder et c'est pour ça qu'aussi c'est bien, je pense, d'adapter des anciennes sagas de jeux vidéo parce que du coup, on va pas avoir la comparaison avec un lore cinématographique existant. Là, on parlait de Silent Hill que je vais aller voir. Moi, j'attends ce film, mais le jeu est tellement cinématographique, surtout avec le remake, en fait, raconte tellement de choses que je me dis qu'en 1 heure et demie, ils ont dû faire des coupes pas possibles. Et c'est comme ça qu'on est déçu. Là, on part Mm. quand même d'un matériel qui est, on va pas dire vierge, mais qui est quand Presque, non, même non, mais presque bien sûr, vierge, bien voilà, sûr. tout à fait. Mm, mm, Et complètement. c'est là où la série surprend le plus, c'est quand même dans sa richesse de ses thématiques, car sous ses airs de série vampirique ultra violente, elle développe quand même un discours profondément pessimiste sur l'humanité. Mm. La série parle avant tout de la haine née de la souffrance, hein. Dracula ne veut pas dominer le monde, il veut le détruire, hein, parce qu'il a perdu la seule chose qui l'a rattaché à l'humanité.
Les humains, quant à eux, sont quand même montrés comme cruels, fanatiques, souvent pires que les monstres qu'ils prétendent combattre. Il y a également une critique de la religion institutionnelle qui est particulièrement virulente, hein. L'Église est présentée comme dogmatique, violente, hypocrite, incapable de compassion réelle, mais sans jamais tomber aussi dans une attaque simpliste contre la foi personnelle. La série dénonce le pouvoir religieux lorsqu'il devient un outil de domination, et là j'ai trouvé que c'était également équilibré, tu vois. On n'est Ok. pas dans une agression pure et dure. Autre thème central, c'est le libre arbitre, hein, qu'il s'agisse de vampires ou d'humains, ou même de créatures invoquées. Toutes sont confrontées à des questions de responsabilité morale. Peut-on excuser un génocide par la douleur? Peut-on justifier la cruauté par l'obéissance? Et ben, tu vois, ça, c'est des questions qui sont pas si bêtes et qui sont traitées avec une certaine subtilité. Ok. Et enfin, Castlevania parle énormément de la solitude. Alors déjà dans les jeux quand même, où tu Ah es tout oui, seul c'est le dans principe. ton Ouais, ouais. château, hein, on en parlait tout à l'heure. On est Mhm. encore dans la même thématique Ouais. avec Metroid, hein, avec Samus. J'avoue. Donc Mais c'est c'est une complètement le thématique principe. forte. Mhm. Et je trouve que chaque personnage principal est isolé, même quand ils sont ensemble. Toi, Trevor Mhm. par son héritage maudit, Sypha par son savoir, qui la place inconsciemment au-dessus des autres, Alucard par sa nature d'hybride, et Dracula par son deuil. Et je trouve que la série est traversée d'une mélancolie constante, presque romantique, tels que les mythes de vampires y est retranscrit dans le folklore occidental, Ok. et ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais malgré ça, donc il y a quand même de belles qualités, la série quand même pas exemple de défaut. Déjà, la première concerne le rythme, tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Particulièrement dans les saisons 3 et 4, où là, à un moment, j'ai un peu décroché, c'est à vous. Certaines intrigues secondaires s'étirent inutilement, hein. Ça donne parfois l'impression que la série cherche à faire des épisodes pour faire des épisodes, tu vois. On appelle ça, dans le cinéma, la technique de l'élastique. On Ah ouais, tire un d'accord. élastique Ok, très je très savais loin, pas. mais là, c'est quand même l'élastique du slip d'Obélix, hein. C'est un très très gros Il est élastique. très tiré, quoi. Il est très tiré, un peu trop. Et le second point faible, et ça pour moi c'est le plus dommageable, et tu en parlais tout à l'heure, c'est dans l'écriture de certains dialogues. Alors déjà, c'est parfois excessivement vulgaire, je trouve, sans raison spécifique. Si ce ton fonctionne bien avec Trevor, je trouve que c'est forcé quand on s'est attribué à d'autres personnages. Surtout que c'est du vulgaire pour du vulgaire, sans réel fond derrière, tu vois. Et ça, déjà, c'est pas foufou. Et Mhm. enfin, c'est le nihilisme. T'en parlais tout de suite, mais le nihilisme constant, à force de peindre l'humanité comme foncièrement mauvaise, le discours est quand même répétitif. C'est écrasant, surtout sur la durée, car même si on est dans un univers dark, hein, parfois un peu de lumière, c'est important, hein, tu vois, de temps Mhm. en temps. Même Berserk ose la lumière de temps en temps, et pourtant C'est vrai. Berserk, c'est noir noir. Et c'est là où je trouve que la série se prend les pieds dans le tapis, et c'est là le problème, je pense, lié à son scénariste, c'est que c'est un scénariste qui est tellement nihiliste dans la vie et dans ses œuvres, que du Ah bah coup, ça se sent, t'as oui. l'impression qu'on rajoute du caca sur du caca tout le temps, en fait. Mhm. Et ça, ça dilue le message, et c'est Mhm. dommage. Je vais conclure. Donc, Castlevania est malgré tout une belle adaptation, une œuvre qui respecte, alors j'ai dit adaptation entre guillemets également, hein, qui respecte à la fois son matériau d'origine tout en osant transformer parfois radicalement. Donc elle prouve qu'une série animée inspirée de jeux vidéo peut être ambitieuse, mature et profondément politique, sans renier son identité ludique. En 4 saisons, elle a su imposer quand même une vision cohérente des personnages tragiques et une réflexion sombre sur la condition humaine. Et malgré de grosses faiblesses de rythme et d'écriture, Castlevania reste quand même une belle proposition cross-média et une belle porte d'entrée dans l'univers. Donc c'est une série qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, et je trouve que c'est ce qui en fait sa force, tu vois. Mhm. Eh ben écoute, merci beaucoup. Grâce à toi, je sais mettre des mots. Moi, j'ai toujours été un peu embêté avec cette série parce que j'ai envie de l'aimer. J'adore Castlevania et je l'ai jamais. Tu vois, j'ai jamais vraiment adhéré. Et grâce à ta chronique, je comprends pourquoi. Et moi, je pense qu'il y a moins matché sur moi, c'est ce côté, tu vois, un peu pessimiste. Tu l'as dit, C'est trop, hein. etc. Clairement c'est trop. Faut être dans un bon mood vraiment déjà pour regarder ça, parce que Voilà. si déjà de base t'es déprimé, je pense que tu perds foi en l'humanité, quoi. Non, et puis moi, voilà, j'ai plutôt un entrain à être optimiste et tout, et c'était trop. Enfin, j'ai trouvé ça too much, mais en tout cas, c'est une très belle chronique. Merci beaucoup. Tu la conseilles quand même. Enfin, voilà, c'est Je une la belle conseille, série, une je la belle conseille quand adaptation. même. Peut-être pas faire les 4 saisons d'un coup, mais Mhm. pourquoi pas saison par saison, entrecoupé d'autres choses. Je trouve que c'est un bon fil rouge. Ça prend tout son sens aussi avec la prochaine série. T'as vu, je tease un peu. Mhm. Castlevania Eclipse. Mhm. Mais voilà, c'est pas mauvais, c'est pas génial, c'est pas la meilleure série de tous les temps. J'ai malgré tout passé un bon moment à voir ces personnages, mais je comprends que ça puisse être dérangeant. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Kira. Je te laisse le mot de la fin pour un petit peu de teasing
et dire bisous à nos auditeurs. Voilà, alors j'ai juste oublié un petit big up tout à l'heure, donc je le fais vite fait. Ah bah, C'est vas-y. Charling Gals qui nous a fait un petit message sur Merci à lui. Facebook et il demande si on peut mettre plus de musique tirée de jeux vidéo, ça serait top. Alors, on va pas le faire pour la simple unique raison, c'est qu'on se fait striker à chaque fois qu'on met trop de musique en fait. Ouais, Donc ouais. même si on paye la SACEM et qu'on est dans les clous, Dans la légalité. voilà, dans Mm. la légalité ou quoi que ce soit, on se fait striker en fait sur certaines plateformes, YouTube beaucoup, et aussi dans d'autres Ouais. pays sur les plateformes de podcast. Dans des régions. Voilà, ce qui est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on en met avec On parcimonie. limite. On aimerait en mettre plus, mais vraiment ça nous embête. Sinon, moi la semaine prochaine, alors théoriquement, je suis sur Castlevania Lord of Shadow 2, mais Trop bien. pas sûr. Ah, Parce que j'ai quasiment terminé Dragon Quest 7. pas Et mal. donc, potentiellement, ça sera peut-être Dragon Quest 7. Donc, est-ce que je termine le fil rouge sur les jeux vidéo ou est-ce que je prends une petite pause d'une semaine pour vous parler de Dragon Quest? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera l'un ou l'autre. Et toi, c'est quoi la semaine prochaine? Je sais pas trop. Si j'arrive à voir Silent Hill, ce sera Silent Hill. Sinon, ce sera autre chose. Bon, il y aura quoi qu'il arrive un sujet hors sujet. Oui, il y a toujours un sujet hors sujet. En attendant, merci à toi pour cet épisode. Avec plaisir. Merci à tous les auditeurs pour votre soutien, les messages que vous nous envoyez. Vous êtes des amours. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller au cinéma, aller voir des films, lisez des livres, jouer à des jeux vidéo, c'est important. Surtout le rétro gaming, parce que ça reste quand même, mine de rien, notre patrimoine. Et puis, la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.